Catherine Guillon, donc consultante à Syndex, spécialisée dans les politiques sociales. Emmanuel Pallier, donc spécialisé sur les problématiques environnementales et développement sociétal de l'entreprise. Voilà, donc on a souhaité vous proposer ce webinaire sur les nouvelles prérogatives environnementales donc spécifiques pour les CSE de l'ingénierie, sachant qu'on a aussi un webinaire, comme le disait Emmanuel, qui plus générique, spécifique, parce que vous avez des particularités dans votre secteur. Alors, avant de démarrer, je vais vous donner un aperçu de comment on a construit l'intervention. Donc, dans un premier temps, Emmanuel interviendra sur la loi climat, le cadre, d'où ça vient. C'est pas venu comme ça. Il y a aussi tout un cadre. Et également les prérogatives les nouvelles prérogatives des CSE, en quoi elles consistent. Et puis, il continuera sur des exemples concrets. Comment est-ce que vous, en tant que CSE, vous pouvez vous emparer de ce sujet-là. Ensuite, on aura un troisième temps qui portera plus spécifiquement sur la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, parce que quand on dit transition écologique, ça veut dire aussi qu'il y a une transition sociale derrière. Et donc, se pose la question de la négociation sur la GEPPMM. Point sur lequel j'interviendrai. Et puis, on a prévu donc d'arrêter le webinaire à 11h40, la présentation, pardon, à 11h45 pour laisser le temps à des questions-réponses à l'oral, sachant que pour éviter les effets de bouchon, on vous propose tout au long du webinaire de poser vos questions dans le module questions-réponses. Donc, vous avez sur l'écran, là, vous avez un petit module Q et R. Donc, je vous invite à les poser. Alors, vraiment dans ce module-là, parce que dans le chat, on ne regardera pas. On n'est pas outillé pour suivre le chat. Donc, alors que dans ce module-là, les questions sont tracées et on y répondra, quitte à les reprendre à la fin de la présentation. Emmanuel, je te laisse la parole. Oui, alors je vais vous partager mon écran. Donc, vous le savez vous le savez, ou en tout cas, vous devez le savoir si vous ne seriez pas là. Les CSE, depuis la loi du 22 août 2021, ont la possibilité ont des nouvelles prérogatives sur des questions environnementales. L'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter l'évolution, le contexte et les évolutions apportées par cette loi. On va commencer dans un premier temps par regarder le cadre politique et réglementaire sur les questions environnementales dans son ensemble. Quels sont les différents éléments d'évolution législative qui viennent potentiellement percuter l'activité de votre entreprise et l'activité économique dans son ensemble. D'abord, ce qu'il faut dire, ce qui est important de souligner, c'est qu'on a depuis 2015 une accélération en fait des législations concernant les problématiques environnementales. La problématique du réchauffement climatique, d'une part, mais également toutes les autres problématiques environnementales, que ce soit sur la pollution ou la biodiversité. On sait depuis plusieurs dizaines d'années qu'on a un sujet à traiter autour de ces questions-là. C'est seulement depuis quelques années qu'on rentre dans le dur, que l'on voit se formaliser des lois très contraignantes et très précises en la matière. Et quand on dit une accélération, c'est parce qu'on a quasiment maintenant chaque année un cadre législatif qui évolue avec des lois nouvelles qui apparaissent. En 2015, donc, c'est la stratégie nationale bas carbone en France. On parle ici des lois françaises dans un premier temps. La stratégie nationale bas carbone, dont on va voir qu'elle fixe avec des objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour la France qui sont assez significatifs. On le regardera dans le détail tout à l'heure. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui a été votée en 2015. Ça, c'était en 2015. En 2015, la France s'est fixée comme objectif de baisser de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030. 2016, alors fin 2015, mais mise en œuvre en 2016, on a l'accord de Paris qui
qui a été, à l'issue de la COP 21, a réuni l'ensemble un grand nombre de pays, enfin 191 pays dans le monde, autour d'un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2017, en France encore, c'est la loi sur le devoir de vigilance qui oblige les entreprises d'une certaine taille, des entreprises françaises d'une certaine taille, à mettre en place un dispositif, un plan de vigilance, donc un plan qui vient derrière lister l'ensemble des problématiques environnementales et sociétales de l'entreprise à travers l'exercice de son activité, et mettre en place aussi des dispositifs pour les mesurer et entreprendre des actions de correction de l'entreprise, mais également de ses sous-traitants de rang 1. En 2018, c'est la révision du cadre européen donc pour le climat et l'énergie avec des objectifs plus contraignants en matière de réduction des gaz à effet de serre principalement. Et puis en France, la loi énergie-climat qui s'appuie en partie sur les directives européennes, la loi Pacte. Et, et en 2021, deux lois structurantes dont on va regarder un peu plus précisément aujourd'hui. La loi climat et résilience, qui est celle qui nous occupe, qui va occuper une partie de notre webinaire, et le pacte vert pour l'Europe. Alors, le pacte vert pour l'Europe fixé comme objectif une baisse de 50%, 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en Europe. Donc, c'est 40% pour la France, c'est 55% pour l'Europe. Et puis, un objectif aussi de neutralité carbone en Europe pour 2050. La loi climat, donc c'est la dernière des lois qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'est une loi française qui a été votée après un certain nombre d'autres, hein, on vient de le voir, qui a été construite sur la base des propositions issues des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, l'État français avait décidé de mettre en place un processus assez atypique de définition ce qu'on a appelé donc cette Convention citoyenne pour le climat, dont l'objet était de réfléchir sur des mesures à apporter en France pour réduire l'impact, réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'impact des activités de l'homme en France, en tout cas, sur l'environnement. Le tout dans un contexte qui était celui donc, de la crise des Gilets jaunes. L'idée était de mettre en place des mesures qui soient issues d'une réflexion citoyenne. Alors, bon, on va pas rentrer dans l'analyse de est-ce que cet objectif est bien rempli. Effectivement, la Convention citoyenne, enfin les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont considéré que la loi climat était quand même très inférieure aux attentes qu'ils avaient exprimées à travers leurs différentes propositions. Mais malgré tout, cette loi climat, qu'on peut considérer comme étant insatisfaisante du point de vue, en tout cas, de ceux qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat, elle modifie quand même un certain nombre de choses dans le droit français. Elle oriente un certain nombre de mesures. Par exemple, parmi celles dont on a le plus parlé, plus emblématiques, on ne pourra plus désormais prendre un avion pour faire un trajet en France qui serait par ailleurs couvert par le train, par un trajet en train d'inférieur à 2h30, par exemple. Hein. Paris-Nantes, Paris-Rennes, Paris-Strasbourg, qui sont des villes qui sont accessibles en train en moins de 2h30, ne pourront plus être desservies par l'avion. Les flottes aussi, les flottes d'entreprise, elles vont devoir se verdir un peu plus que ce qui était jusque-là la règle, donc avec des objectifs de quotas de véhicules propres. Donc, véhicules propres sont des véhicules électrifiés ou des véhicules 100% électriques, qui sont en augmentation dans les obligations, donc dans les achats des entreprises. Ça va faire partie il y aura nécessité de regarder justement quelle est la motorisation des véhicules qui constitueront les flottes d'entreprise. Et puis, et c'est ça qu'on va regarder dans le détail, hein, donc il y a une partie de la loi climat dans le volet produire et travailler qui vient modifier le code du travail avec 4 articles qui modifient le code du travail. On va regarder ça en détail puisque ces articles qui modifient le code du travail viennent derrière renforcer ou modifier vos prérogatives en tant que représentant des salariés, notamment les prérogatives des IRP, des CSE, et on va le voir comment. Alors, la première chose, c'est que désormais, la mission des CSE, elle est élargie à la prise en compte des conséquences environnementales dans les décisions de l'entreprise. Vous le savez certainement, en tout cas, le Code du travail précise quels sont les points sur lesquels le comité social et économique
est pertinent. Le comité social économique, il a pour mission donc de regarder un certain nombre de sujets dans l'entreprise dès lors que des décisions de l'entreprise ont des effets sur la gestion et l'évolution économique et financière de celle-ci, sur l'organisation du travail, sur la formation professionnelle ou sur même le processus et les techniques de production. Désormais, tout ça devrait être regardé notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Donc, c'est écrit tel quel dans le Code du travail. Et ça vient du coup aussi modifier vos prérogatives en matière d'information et consultation. Le comité social et économique est désormais consulté sur les conséquences environnementales des mesures, de l'activité de l'entreprise en fait. Informer et consulter dans tous les temps d'information-consultation. C'est-à-dire que, vous le savez, il y avait 3 temps d'information-consultation que l'on dit récurrents qui ont lieu donc, tous les ans autour de la situation économique et financière de l'entreprise, d'une part, la politique sociale de l'entreprise, d'autre part, mais également les orientations stratégiques. Dans chacun de ces 3 temps-là, désormais, l'entreprise aura l'obligation de présenter la conséquence sur l'environnement de son activité pour ces 3 temps d'information-consultation récurrente. Ça, c'est écrit tel quel dans la loi climat et résilience de 2021. Dans les informations non récurrentes également, elles sont modifiées de la même manière. Les articles du Code du travail sont modifiés de la même manière. L'entreprise, dès lors elle doit informer ou consulter le CSE sur un sujet qui n'est pas récurrent, par exemple une modification d'un processus de production, un grand projet qui vient modifier l'organisation du travail, là aussi, l'entreprise est dans l'obligation de présenter les conséquences environnementales dans le cadre de cette information-consultation. C'est important de noter que l'on parle de conséquences environnementales parce que le nom usuel retenu, en tout cas pour présenter cette loi, est trompeur. On parle de loi climat et résilience. Quand on dit climat, on pense gaz à effet de serre et ça s'arrête là, alors que non, on est bien sur des prérogatives bien plus larges. Lorsqu'on parle quand les prérogatives des IRP sont désormais l'obligation de l'entreprise est de communiquer sur les impacts environnementaux. Donc, ça va très au-delà de la simple question climatique. On va traiter à travers ce sujet, à travers cette prérogative, également des problématiques de pollution, des sols, de l'air, de l'eau, des questions de biodiversité, des questions éventuellement, quand ça se présente, aussi de bien-être animal, par exemple. Dans l'ingénierie, la question du bien-être animal ne se posera pas, à moins de totalement méconnaître votre activité. Mais donc, c'est important d'avoir en tête qu'on n'est pas uniquement sur une logique et un aspect, une analyse des questions climatiques. On est vraiment sur une analyse et une présentation des impacts environnementaux dans l'acceptation large du terme. Alors, pour faire cela, le législateur a prévu dans la loi climat un aménagement des moyens existants. On est bien sur un aménagement des moyens existants. La BDES devient la BDESE, c'est la base de données économique et sociale et environnementale. Alors, au départ, il était prévu qu'un indicateur spécifique devait figurer dans cette BDES, c'est l'investissement environnemental en lien avec l'objet social de l'entreprise. C'est un concept tellement flou et qui veut dire qui est vraiment très peu incarné et donc difficile à identifier, à incarner, à identifier dans sa propre entreprise, que cette notion-là très précise telle qu'elle est écrite ici a disparu depuis. La base de données économiques, sociales et environnementales doit désormais intégrer des éléments de réponse sur les conséquences sur l'environnement de l'entreprise. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu au cas par cas d'une entreprise à l'autre, parce qu'il n'existe pas d'indicateur universel, ou très peu en tout cas, qui puisse se décliner de manière assez systématique dans toutes les entreprises. À la différence des indicateurs économiques que vous connaissez, comme le chiffre d'affaires ou le résultat net, qui s'appliquent de manière assez universelle dans toutes les activités économiques et dans toutes les entreprises, les problématiques environnementales sont très différentes d'un secteur et d'une entreprise à une autre.
Là, c'est un objet de discussion en tant que tel. La formation aussi, donc c'est un des moyens qui a été aménagé. Vous avez, vous le savez, certainement la possibilité de vous former à hauteur de 5 jours par mandat. Chacun d'entre vous, chaque élu d'un CSE a la possibilité de se former de 5 jours. Désormais, les stages économiques pour les membres titulaires au CSE intègrent également les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Alors, on n'a pas un jour de plus, on n'a pas du temps en plus, mais on a le droit de se former désormais aux conséquences environnementales de l'activité d'entreprise et d'intégrer donc cette formation dans l'enveloppe des 5 jours qui est dédiée à chaque élu nouveau membre titulaire d'un CSE. Puis enfin, ce que modifie aussi le Code du travail en matière de moyens, c'est l'expertise. Donc, les prérogatives de l'expert comptable, de votre expert comptable qui vous assiste dans les informations en consultation, elles sont modifiées aussi pour pouvoir justement lui permettre de pousser son investigation et son analyse également sur les questions environnementales. C'est quelque chose qu'on fait de manière, nous à Syndex en tout cas depuis plus de 20 ans, à la demande des OS dans certaines entreprises. On a désormais l'appui du Code du travail et du droit avec nous pour pouvoir aller réclamer des informations plus précises et plus poussées. Et plus détaillé, surtout des entretiens également sur ces questions-là. Voilà la façon dont les moyens ont été aménagés pour répondre à cette demande. Un petit mot et un autre volet aussi qui est important, qui a évolué, c'est les évolutions des emplois et dans la GPEC, dans la négociation de la GPEC, c'est-à-dire au niveau des branches ou de la GEPP au niveau de l'entreprise. Les discussions autour de ces sujets-là, donc l'évolution de l'emploi et des compétences, doivent intégrer les enjeux de la transition écologique. Donc là aussi, on a une prise en compte de la question environnementale à travers l'évolution et aussi bien quantitative que qualitative des emplois. Et je pense qu'on va le développer un peu plus dans un second temps avec Catherine. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai anticipé en fait sur ce slide-là, mais quand on dit les conséquences environnementales des décisions de l'entreprise, on est bien sur un périmètre avec une acceptation large, on n'est pas que sur la question climatique. C'est réducteur de penser qu'on n'est que sur la question climatique, même si c'est un sujet fondamental et d'ampleur à l'échelle dans les questions environnementales du moment. Évidemment, la question climatique est centrale et percute et conditionne un grand nombre d'activités avec des évolutions très fortes de certaines activités pour justement réduire l'impact climatique. Mais donc, on ne se limite pas à ça lorsque l'on regarde les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et c'est très clair dans le Code du travail désormais, les conséquences sont environnementales, donc elles traitent de l'ensemble des sujets environnementaux. Voilà, alors concrètement, pour les représentants du personnel, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça ne va pas être tout à fait la même chose selon qu'on est dans une entreprise qui est une grande entreprise de plus de 500 salariés notamment, ou une entreprise de moins de 500 salariés. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont produites dans les grandes entreprises par obligation, en fait. Les lois, les différentes lois qui ont pu être produites en France depuis une vingtaine d'années ont petit à petit renforcé les obligations en direction des entreprises en matière de performance extra-financière, c'est comme ça qu'on les qualifie, c'est-à-dire que les entreprises de plus de 500 salariés, elles ont des obligations d'ores et déjà de faire du reporting, d'informations concernant leur impact sur le climat, par exemple, et les bilans de gaz à effet de serre, ou sur l'environnement, la pollution, l'impact sur un certain nombre aussi d'impact sociétal de leur activité. En revanche, toutes les entreprises de moins de 500 salariés qui n'avaient pas ces obligations-là, pour la plupart, vont devoir se pencher sur le sujet parce qu'elles ont désormais cette obligation, à minima, d'informer et consulter leur IRP. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ces entreprises, le Code du travail va les obliger à revenir vers vous avec des informations qu'elles n'auront pas forcément jusqu'à maintenant eu l'envie de traiter, ou en tout cas, elles n'auront pas accordé de moyens pour le faire. Donc, elles vont avoir cette obligation désormais. Il y a donc du coup, quand on parle de la façon dont vous pouvez, vous, en tant que représentant du personnel, vous en saisir, il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les questions environnementales, elles percutent énormément de sujets en fait dans l'entreprise.
En amont de l'entreprise, c'est-à-dire avant l'exercice de l'activité, ça va être par exemple autour de l'approvisionnement, des matières premières, la politique d'achat. Il existe toute une série de déterminants dans certaines entreprises pour choisir mes prestataires en fonction de leurs critères selon des critères environnementaux. Est-ce que c'est le cas dans mon entreprise? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et quelle est la nature et la qualité des prestataires auxquels mon entreprise fait appel? Sur les matières premières, alors c'est peut-être c'est une question qui va être moins présente dans des entreprises de services comme les vôtres, mais la question de l'approvisionnement en matières premières aussi, elle est absolument pas neutre, elle est même fondamentale en matière d'impact environnemental. Et donc, selon les matières premières que j'utilise ou que je commande, je vais avoir en amont de mon entreprise un bilan environnemental qui va être plus ou moins fort je dirais un bilan qui va être plus ou moins fort sur les questions environnementales. Les emballages, le transport, les services, tout ce que j'achète, toutes les prestations et de services et de matières en amont donc de l'exercice de mon activité ne sont pas neutres d'un point de vue environnemental. Donc, il y a déjà des éléments ici à qualifier. Au sein de l'entreprise également, ça va être la façon dont vous exercez votre activité. Est-ce que j'investis dans des techniques plus vertes? Est-ce que j'investis dans du matériel ou des matériaux ou dans de la R&D qui me permettent derrière de produire quelque chose qui est du point de vue environnemental mieux disant? Que ce soit pour la question des effets de serre, est-ce que mon mix énergétique, est-ce que l'exercice de mon activité est très énergivore et est-ce que je me fournis en énergie verte ou pas? Alors en France, avec le nucléaire, on est sur une énergie qui est déjà très largement décarbonée, mais pas forcément verte. Voilà, est-ce que je produis des déchets? Comment je les gère? Est-ce que le transport de mes salariés aussi, c'est un élément important? Si j'ai beaucoup de salariés répartis sur un territoire assez vaste, le seul fait de venir travailler dans mes locaux génère du CO2, par exemple. Le déplacement individuel, si on est dans une zone qui nécessite le recours à des voitures, je vais générer du CO2. Est-ce que je n'ai pas moyen d'agir là-dessus? Et la question du télétravail revient souvent, d'ailleurs, sous cet angle-là. C'est-à-dire, finalement, en multipliant le nombre de jours de télétravail, est-ce que je participe à réduire mon impact et mon bilan de gaz à effet de serre? Et puis, en aval, c'est l'évolution de mon marché et de mes produits. Les marchés sont très fortement, enfin les marchés, notamment les vôtres, hein, dans l'ingénierie, dans les sociétés de services, évoluent très fortement en ce moment. On peut prendre l'exemple très emblématique du secteur automobile. Hein. Les sociétés d'ingénierie sont très présentes, ont beaucoup d'activités pour les constructeurs automobiles et les équipementiers automobiles. On a un produit automobile qui est en train d'évoluer sous contrainte environnementale très fortement, qui passe du thermique à l'électrique. Ça veut dire derrière que là où on vendait des heures d'engineering pour assister des équipementiers ou des motoristes dans la fabrication, enfin la conception de moteurs thermiques, on va d'abord avoir moins de plateformes moteurs, donc il y a quantitativement une baisse potentiellement de mon marché de destination. Et puis surtout, on est qualitativement sur des nouvelles compétences. Ce n'est pas les mêmes compétences qui sont nécessaires au développement d'une plateforme, d'un groupe motopropulseur électrique par rapport à un groupe motopropulseur thermique. Donc là aussi, une évolution potentiellement des métiers. Des besoins, des compétences, des activités, et notamment dans les services d'ingénierie. Donc la façon dont va évoluer mon marché de destination, sous le coup de la loi, hein, baisse des gaz à effet de serre, baisse de l'impact environnemental, prise en compte de plus en plus importante, c'est le cas notamment dans le bâtiment, de l'impact sur la biodiversité et sur l'environnement immédiat. Tout ça, ce sont des évolutions majeures dans mes marchés de destination qui peuvent avoir un impact dans mon entreprise, dans mon entreprise de mon côté. Je disais, si je prends l'exemple du BTP, pour prendre un autre exemple qui est de l'évolution d'un marché qui a eu des conséquences aussi pour des entreprises d'ingénierie. Dans le BTP, on a eu l'occasion, nous, à Syndex, de travailler sur une analyse transversale en fait, des métiers, une évolution quantitative et qualitative des métiers en région Île-de-France dans le cadre de la transition écologique et de la mise en place des schémas régionaux climat, air, énergie. Et ce qui est ressorti assez nettement, c'est que on a regardé toute une série de secteurs et je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, de secteurs dans le transport, l'automobile, l'énergie, l'eau et le bâtiment. Ce qui ressortait très clairement, c'était que dans tous ces secteurs-là,
on avait une composante paysage, biodiversité, en fait, qui émergeait. On avait une prise en compte, en fait, des problématiques de la biodiversité qui émergeaient. Par exemple, dans le transport, c'est l'aménagement des espaces selon des logiques de trame verte et des trames bleues, c'est-à-dire une continuité en fait de la biodiversité, enfin une continuité des cours d'eau, par exemple, qui puisse permettre à la faune de circuler facilement, et une continuité aussi des espaces verts, des sauvages, pour permettre, dans une même logique, à la faune sauvage de pouvoir continuer à se déplacer. Ça voulait dire prendre en compte, en fait, ici, intégrer en fait dans les processus du BTP des connaissances autour de l'évolution, la façon dont la biodiversité se comporte et donc mettre en place des dispositifs qui permettent de répondre aux contraintes légales de continuité de trame verte et de trame bleue. C'était également le cas autour des questions aquatiques et de l'eau, de la limitation des espèces invasives. Et puis, dans le bâtiment, la végétalisation de plus en plus importante des bâtiments à travers les toitures, les murs qui constituent des isolants, en fait, qui contribuent à réduire la consommation énergétique des bâtiments, fait qu'on a de nombreuses entreprises de membres du Syntec, en fait, des entreprises d'ingénierie qui ont été sollicitées en fait par des Vinci, des Bouygues, des entreprises d'ingénierie sur des compétences autour de la gestion justement du vivant et du biologique, ce qui a contraint donc derrière ces sociétés d'ingénierie à adapter leur offre et à aller recruter derrière les bonnes compétences pour pouvoir répondre à ces demandes nouvelles qu'ils n'avaient pas du tout anticipées, de l'aveu même des responsables du Syntec qu'on a eu l'occasion à l'époque d'interroger. Alors enfin, comment vous pouvez vous saisir en tant qu'élu de CSE de ces sujets? D'abord, la première question à savoir, c'est est-ce que vous relevez d'un secteur d'activité qui est concerné par la stratégie nationale bas carbone? Donc, je le répète, l'objectif est de réduire de 40% les gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Le bâtiment est un des gros secteurs sur lesquels on cherche à réduire les gaz à effet de serre, mais tous les secteurs d'activité en fait sont concernés, du transport à la production. On cherche à réduire les gaz à effet de serre. Est-ce que votre entreprise, elle est concernée directement par ça? Se former ensuite, c'est une base, se former à la transition écologique et aux problèmes environnementaux. Il existe des formations, nous on en propose, par exemple, on propose une formation d'une journée à destination des élus des CSE pour comprendre la façon dont ils peuvent s'en saisir. Je vous mettrai un lien tout à l'heure dans le chat si vous voulez en savoir plus. Et puis derrière aussi, une des premières choses à faire, c'est d'engager le dialogue avec votre employeur. Ça peut commencer déjà juste par le solliciter pour lui rappeler qu'il a des nouvelles obligations depuis le 22 août 2021, qu'il doit vous présenter l'impact environnemental de votre activité, et puis que vous devez aussi mettre en place des indicateurs dans la BDESE autour des questions environnementales, et que nécessairement, il faut en discuter parce qu'il faut définir ensemble quels sont les bons indicateurs à développer et à intégrer dans votre BDES. Voilà, donc ensuite, on vous passera la présentation, mais il y a un certain nombre de démarches qui tombent sous le bon sens à engager. D'abord, obtenir les informations qui sont produites par l'entreprise si elles existent. Vous pouvez, donc je disais, négocier le contenu de la BDES, vous faire accompagner, vous conseiller. Retournez-vous vers votre expert qui a la possibilité, qui a la possibilité d'investiguer un peu le sujet maintenant, enfin pas un peu, mais profondément même. Pourquoi pas aussi mettre en place une commission environnement si c'est un sujet de préoccupation majeure dans votre entreprise, et puis partager le sujet auprès des salariés également. Et enfin, vous pouvez aussi imaginer avoir une réflexion sur l'impact carbone de vos œuvres sociales. Est-ce que dans ce qu'on propose, on est aussi bien placé du point de vue justement de la limitation des gaz à effet de serre? Voilà, et enfin on vous invite, puisque c'est notre métier, nous aussi on est experts, à vous demander à proposer à demander à travers l'expertise dans votre entreprise de pousser des axes de mission spécifiques, comme analyser les conséquences environnementales de l'activité, et donc dans lequel vous pourrez, assisté par votre expert, rentrer dans les détails des sujets qui vous préoccupent ou qui sont sujets de préoccupation dans votre entreprise. Voilà, je te laisse la parole, Catherine, sur la suite. Oui, donc
met le micro, c'est quand même mieux comme ça. Donc, on l'a vu, hein, donc vous avez un certain nombre de leviers d'action. Il y en a un autre, alors qui est plus du registre des organisations syndicales, puisque là, on va parler de négociation. Vous savez, je vous rappelle hein, qu'il y a 3 négociations obligatoires, le partage de la valeur ajoutée, la négociation sur l'égalité professionnelle et cette dernière négociation qui est la négociation sur les parcours professionnels, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, c'est une négociation qui est obligatoire et qui n'est pas nouvelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la prise en compte, là aussi, de la question de la transition écologique, hein, puisque ce que dit le Code du travail, donc sur cette négo hein, qui est obligatoire, donc je rappelle, pour toutes les entités de plus de 300 salariés et qui doit avoir lieu tous les 3 ans minimum en disposition d'ordre public, elle porte sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est vraiment l'occasion, c'est un outil vraiment par lequel les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent vraiment agir pour anticiper sur la question de l'emploi et des compétences. Alors, le slide suivant, je n'arrive pas à prendre le contrôle. Donc ça, c'est les petits ennuis techniques. Voilà, bon. Le slide suivant, qui me permet de dire que pour toute négociation, enfin, c'est valable pour toutes les négociations, le présupposé, la brique de départ d'une négociation, c'est le diagnostic. Donc, ça veut dire que vous devez ou vous faire aider pour cela, hein, partir d'un état des lieux de la situation pour identifier le point de départ, en fait, hein, puisque la négociation, elle vise à emmener, à faire évoluer la situation. Donc, déjà, il faut identifier le point de départ. Alors, de façon très classique, hein, on peut identifier plusieurs cas de figure, sachant que dans l'ingénierie, les conséquences en matière d'emploi et de compétences semblent assez évidentes, notamment sous l'aspect sectoriel. C'est-à-dire que des ingénieristes qui sont largement positionnés sur des clients du secteur automobile ou même de l'aéronautique, on perçoit des mutations à assez court terme. Donc, sans forcément détailler tous les cas de figure, hein, mais on peut avoir une activité. Alors, le meilleur cas, le meilleur cadre possible, c'est une activité croissante et on sait que la tendance va se poursuivre à moyen terme. Donc là, on n'est plus sur une posture. Alors, ça veut dire que l'entreprise, elle va gérer cette croissance simplement par le recrutement, par acheter à l'extérieur de nouvelles compétences. Pour autant, il faut quand même rester vigilant sur, à l'intérieur de cette croissance globale de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas des zones où les perspectives sont différentes. Et là, donc, identifier les points de fragilité. On peut avoir une forte activité, mais on sait que ça ne va pas durer. Donc là, on va plutôt réfléchir à des outils de sécurisation des parcours professionnels. Et puis, puisque c'est dès à maintenant qu'il faut travailler pour préparer l'avenir. On peut avoir une activité stable ou en mutation. Hein, donc, du coup, là, ce qui va être très important, c'est de bien identifier dans le diagnostic les métiers qui sont concernés et donc dans les métiers, les compétences qui y sont exercées. Après, on peut avoir d'autres cas de figure de repli d'activité ou d'activité condamnée où là, on est plus sur alors le degré d'urgence est plus important par rapport aux autres situations. Dans le slide suivant, on présente les différents outils, puisque donc, première phase, hein, phase de diagnostic. Et une fois que le diagnostic est posé, eh bien, il va falloir
choisir, donc dans l'accord que l'on va négocier, on va choisir les outils sur lesquels négocier. Hein, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, si je suis dans une société où l'activité est en repli, ça va être complètement inutile de passer du temps à négocier le dispositif de recrutement. Hein, donc, c'est pour ça le lien entre diagnostic et outils, il est vraiment très important. Donc, on a différents outils qui sont ce qu'on appelle les outils de la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours. On a donc tout ce qui est les dispositifs de recrutement et d'intégration, donc c'est-à-dire aller acheter, entre guillemets, sur le marché des compétences nouvelles. On a tout ce qui a trait à la formation, où là, on va être plutôt sur aider à transformer les compétences qui sont dans l'entreprise, à les transformer et évoluer. On a tout ce qui est cartographie, passerelle entre les métiers, planification des parcours, mobilité, etc., etc. Donc, on va prendre quelques exemples pour illustrer un petit peu la pertinence de ces outils dans votre secteur. Alors, dans la page suivante, on aborde, on l'a mis ensemble, on a mis deux outils ensemble, c'est-à-dire l'outil de recrutement-intégration et de formation. Alors pourquoi? Parce que dans votre secteur, vous le savez, j'imagine, le modèle économique des sociétés, des ESN et sociétés d'ingénierie, il est construit sur le renouvellement de l'effectif, hein, avec les ordres de grandeur. On est sur des ratios de turnover entre 20 et 30%. Ça veut dire que l'effectif, globalement, est renouvelé tous les 3 voire 4 ans. Hein. Donc, ce schéma, il illustre un peu pour vous faire comprendre un peu les enjeux et identifier les marges de manœuvre que vous pouvez chercher, parce que quand on négocie, c'est toujours important justement, on cherche à identifier les marges de manœuvre. Ce schéma schématise un parcours, hein, dans une société de services comme les vôtres. Dans la première partie du parcours, donc on est sur des parcours assez courts, hein, entre 0 et 4 ans. Et puis, à partir de 4 ans, on a des parcours qui sont plus longs, donc vers des fonctions managériales ou des fonctions d'expertise. Le gros du turnover, il se situe ici, hein, dans la zone de 3-4 ans. Alors, le problème se pose, en fait, quand, et ça on le voit beaucoup, nous qui intervenons beaucoup dans le secteur, se pose quand les salariés partent plus tôt. Hein, c'est-à-dire quand ils partent, allez, on va dire, et qu'ils ont moins de 2 ans d'ancienneté, ce qu'on appelle ici les départs prématurés. Pourquoi ça pose un problème? Parce qu'un recrutement, ça a un coût. Alors, on estime, et c'est une estimation qui est partagée par les DRH du secteur que nous rencontrons, on estime entre 15 à 25% le coût, en termes de coût de recrutement et d'intégration, le coût d'un nouvel embauché. Donc, dans vos secteurs comme ce sont les salariés qui sont l'outil de production, donc qui dit coût dit investissement et donc dit retour sur investissement. Donc, en clair, des gens, des salariés qui partent avant les 2 ans, c'est une perte sèche pour l'entreprise. Et dans le slide suivant, on vous mentionne un exemple. C'est lors d'une mission que l'on conduit auprès d'une ESN de 2600 salariés. On a fait ce calcul en prenant donc parmi les 500 salariés qui partaient dans l'année, on a identifié ceux qui partaient avec moins de 2 ans d'ancienneté. Ça représentait 200 personnes. Et donc, en appliquant ce ratio de 15 à 25%, on a estimé que ces départs prématurés représentaient un coût entre 1 million et 1,5 million d'euros sur une année. Et c'est vraiment une perte sèche pour l'entreprise. Donc, je reviens à cette idée de négociation et de levier. L'idée, c'est de dire, plutôt que de dépenser 1,5 million d'euros et les mettre à la poubelle, autant utiliser
cet argent pour fidéliser les salariés, déjà, peut-être avec une politique salariale aussi qui le permette, ce qui n'est pas toujours le cas dans votre secteur, et puis surtout redéployer ces sommes sur le dispositif de formation pour permettre d'accompagner les évolutions de compétences. Un autre outil, dans le slide suivant, qui est alors malheureusement sous-exploité, c'est l'entretien professionnel. Vous savez que l'entretien professionnel, ou vous ne savez pas, si vous ne savez pas, c'est révélateur de la pratique RH dans votre entreprise, puisque c'est un entretien qui est obligatoire tous les 2 ans au minimum. Et je dis il est malheureusement sous-exploité parce que bien souvent, il est considéré comme une formalité, souvent conduit par des managers qui ne sont pas forcément formés pour le faire. Et donc, l'utilité telle qu'elle a été pensée par le législateur, elle tombe bien souvent malheureusement à l'eau. Alors, quelle est l'utilité de l'entretien professionnel? Il y a 3 intérêts majeurs. Le premier, c'est l'occasion de se poser, en fait, entre le salarié et l'entreprise pour parler parcours et se projeter dans l'avenir, avec cette idée de le salarié. Donc, c'est l'occasion pour le salarié d'exprimer ses souhaits d'évolution et pour l'entreprise d'exprimer ses besoins et donc de regarder comment ça peut matcher. Et puis, n'oublions pas aussi que l'entretien professionnel, ça contribue au respect par l'employeur de son obligation de maintien d'employabilité. Puisque quand on parle de formation, de gestion des compétences, ayez toujours en tête que c'est de la responsabilité de l'employeur que de maintenir le salarié dans l'emploi, dans son entreprise, mais aussi dans son activité, cette notion d'employabilité. Pour en revenir à cet exemple, on a exploité sur une mission d'expertise les souhaits des salariés exprimés lors de ces entretiens. C'est le petit camembert qui figure. Alors, c'était intéressant parce que dans cette entreprise qui faisait à la fois de l'installation et de la maintenance, la direction expliquait que pour les activités de maintenance, elle devait recruter à l'extérieur, que d'ailleurs elle avait du mal, parce que les salariés positionnés sur l'installation n'avaient pas les bonnes compétences, c'était des compétences tellement différentes que c'était pas, voilà, ça ne pouvait pas évoluer. Or, quand on a exploité dans la base de données du système d'information RH, on a exploité les retours des entretiens professionnels et on a mis en évidence qu'en fait, dans ce cas précis, il y avait quand même 25% des salariés, donc 1 sur 4, qui se disaient prêts, qui souhaitaient évoluer professionnellement, y compris en passant par le changement de métier. Donc ça, c'est vraiment l'entretien professionnel. Moi, je vous encourage vraiment à en faire ce pourquoi il est fait. Un dernier point ou un dernier outil aussi en slide suivant, c'est la question de la cartographie des métiers et de la passerelle entre les métiers. Ce que nous, on voit très souvent dans vos secteurs, et en particulier sur l'ingénierie, on voit des parcours, des filières métiers et des parcours assez, on va dire, assez binaires. C'est-à-dire que, en gros, quand on rentre dans une société d'ingénierie, le parcours, c'est soit on devient manager, soit on monte en niveau d'expertise.
Or, pour prendre un contre-exemple, ça ne va pas servir à grand-chose de monter en expertise sur le moteur diesel, par exemple, hein. Donc, ce qu'il est important de pouvoir conduire en concertation donc, avec la direction et éventuellement aider de vos experts, c'est de réfléchir à une grille de métiers qui permettent aux salariés de se projeter en matière de compétences, en disant ben, aujourd'hui, moi je fais ce métier-là avec ces compétences-là. Demain, compte tenu de la transition écologique, je vais devoir exercer mon métier de telle façon avec telle autre compétence et permettre aux salariés d'avoir de la visibilité sur son parcours. Pour conclure sur cette question de la négociation d'un accord GEPPMM, de gestion des emplois, des parcours, des compétences et des métiers, il y a donc la première chose qu'il faut retenir, on l'a dit, c'est un bon accord, il s'appuie sur un diagnostic. Ensuite, le deuxième point important, c'est partant de ce diagnostic, il met en place des outils, donc des outils négociés, adaptés, qui vont répondre à la situation qui a été posée, hein. Donc, l'accord peut porter sur le dispositif de formation, sur le dispositif de recrutement, selon la nature du problème qui est à régler à court ou moyen terme. Et enfin, troisième point, un accord pour qu'il produise des effets, il doit comporter des engagements concrets de l'employeur. C'est-à-dire que bien souvent, on voit dans les accords GEPPMM des accords qui ne font que retranscrire la loi, du type l'entreprise X s'engage à mettre en place des mesures d'accompagnement en matière de formation, de bilan de compétences, ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Oui, bon, ça, c'est ce que dit le Code du travail. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de le mettre dans un accord. Un accord, il peut aussi affirmer des principes. Donc, ça, c'est bien d'affirmer des principes. Pour autant, ça ne suffit pas. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait des vrais engagements de la direction avec des termes engageants, comme la direction s'engage à ou se fixe comme priorité durant la période de consacrer un effort de formation particulier pour les salariés positionnés sur tel et tel métier en mutation. Donc voilà, ça c'est un engagement. Un autre point, c'est que l'accord, il doit fixer des objectifs concrets et mesurables, comme par exemple, l'entreprise X se donne comme objectif de consacrer en moyenne X heures de formation par salarié de telle catégorie ou de tel métier, et il suivra cet objectif à l'aide des indicateurs suivants. Donc, des engagements, des objectifs concrets et mesurables, et puis aussi et surtout des modalités pratiques et des moyens. Parce que si vous avez des engagements, des objectifs, mais sans modalités pratiques et sans moyens qui sont consacrés dans l'accord, il risque de ne pas produire beaucoup d'effets. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, on a répondu au fil de l'eau à quelques questions. J'ai une question, il y a quelques questions qui ont été posées à l'écrit. Il y en a une à qui, alors je suis tombé dessus dans le chat, donc Marie qui demande est-ce que vous avez des formations sur l'impact environnemental à conseiller, généraliste et par secteur? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très vaste. Le sujet, le champ d'intérêt autour des questions environnementales, il est tellement vaste que je ne vais pas vous adresser une liste là maintenant tout de suite parce qu'il y a plein d'organismes et de solutions de formation différentes. Nous, Syndex en propose une que vous pouvez suivre en ligne en fait, mais qui est donc un focus sur en tant qu'IRP comment vous pouvez vous en saisir. Donc c'est une formation on va dire plutôt généraliste, pas par secteur, mais généraliste autour de la question des prérogatives climatiques.
voilà, je vois que le lien a été mis dans le chat, donc c'est celle-là. Ensuite, si vous voulez rentrer dans le détail des organismes de formation selon des sujets très particuliers, je pense qu'il vaut mieux instruire la demande selon le cas, enfin quasiment cas par cas, hein, parce que… Alors après, vous verrez des formations facilement accessibles sur cette question-là. Finalement, il y a plein de sujets différents, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont répondre directement à vos besoins en tant qu'IRP. Je ne pense pas. Bon, il y en a, cela dit, il y en a, donc je vous invite à reprendre contact pour, enfin en tout cas, à préciser les choses. Il y avait une autre question, Catherine, je me permets de la relever, puis d'y répondre tout de suite. C'était donc une question qui dit: notre direction nous indique que le décret n'étant pas publié, donc sur la loi climat, hein, et sur la BDESE, elle n'est pas dans l'obligation de présenter les conséquences environnementales. Alors, on a déjà eu cette remarque. On a déjà des équipes qui nous ont dit: ah non, mais non, moi, ma direction m'a dit qu'ils n'étaient pas obligés de présenter les conséquences environnementales puisque le décret n'est pas sorti. Alors si, ils sont obligés. Le décret n'a rien à voir avec ça. La loi, elle est active depuis le 22 août 2021. Et toutes les entreprises, dans les procédures d'infoconsultation, sont obligées de vous transmettre, de communiquer, enfin de vous informer sur les conséquences environnementales. Peu importe la question du décret ou pas du décret, le décret il est juste là pour préciser certaines choses en ce qui concerne la base de données, la BDESE. C'est tout. Donc, vous avez déjà la possibilité et l'entreprise a l'obligation de répondre à ces questions. Alors, il y a aussi une question, je crois que c'est intéressant d'y répondre en grand groupe, une question à l'écrit de François qui revient sur le rôle du CSE. Hein, c'est-à-dire que ce que François dit, si je reformule, il dit mais finalement ça veut dire quoi d'avoir en charge l'expression collective des salariés dans le but d'une prise en compte permanente des intérêts, et est-ce à dire que le CSE devient le censeur de l'employeur sur les impacts environnementaux, en plus de la défense des intérêts des salariés? C'est important parce que se redire que l'instance CSE, c'est effectivement son rôle, c'est une instance donc, élue par des représentants des salariés pour représenter leurs intérêts dans la marche générale de l'entreprise. Si on reprend la question des impacts environnementaux des décisions de l'employeur, c'est justement de faire en sorte, ce n'est pas une question de censeur, mais c'est de faire prendre en compte l'intérêt des salariés. Je prends un exemple, si la direction a dans ses orientations stratégiques, le CSE qui est consulté sur ses orientations stratégiques et ses conséquences sur l'emploi, constate que l'entreprise reste majoritairement positionnée sur le secteur automobile. Bon. Faire prendre en compte l'intérêt des salariés, c'est interroger la direction sur les conséquences sur l'emploi de ces décisions, sachant que pour des raisons environnementales, le secteur automobile va être appelé à évoluer très fortement. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir pu clarifier ce point-là. Après, n'hésitez pas à l'issue du webinaire qui va bientôt se terminer, de revenir vers nous, parce que c'est vrai que c'est des sujets aussi qui demandent d'y passer peut-être un peu plus de temps et d'interaction. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour approfondir les questions. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Si on peut prendre des questions supplémentaires. J'ai une remarque plus qu'une question, et il y a peut-être quelque chose à dire sur la GEPPMM, une direction qui s'en fiche, qui dit qu'elle n'a pas de visibilité sur l'avenir et nous donne des informations vagues. Oui, alors ça, c'est extrêmement classique. Le coup de on n'a pas de boule de cristal, elles le font beaucoup. C'est rappeler que la direction est tenue donc d'informer, de consulter, c'est-à-dire de prendre l'avis du CSE sur les orientations stratégiques
Et c'est pas un avis, vous n'êtes pas amené à donner un avis sur la stratégie de l'entreprise, mais sur les conséquences sur l'emploi et les compétences de la stratégie. Donc, via cette consultation, vous pouvez vous faire assister d'un expert qui, lui, ira investiguer, ira poser des questions à la fois aux gens qui sont en charge de la stratégie, aux gens qui sont en charge des évolutions technologiques, aux gens qui sont en charge de la gestion des ressources humaines, et donc vous aidera à poser votre avis sur la prospective en termes d'emploi et de compétences. Il est bientôt midi. Malheureusement, on arrive à la fin du webinaire. Donc, si il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous écrire donc en vous rendant sur notre site syndex.fr, il y a une rubrique contact. Vous aurez aussi nos coordonnées à Emmanuel et à moi à la fin de ce support qui vous sera envoyé à la fin du webinaire, lequel figurera aussi en replay sur notre site. Donc, n'hésitez pas à le faire suivre à vos collègues, à tous ceux qui n'ont pas pu suivre ce webinaire. Et puis d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et nous vous remercions d'avoir passé ce moment avec nous. Bon appétit, puisque c'est l'heure, et très bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.